Alors, bienvenue dans cette capsule vidéo dédiée à l'hypersensibilité. Je vous propose une vidéo pour vous proposer d'accueillir et d'aimer votre hypersensibilité et de passer de la souffrance à la transcendance en utilisant la compréhension de ce qu'est l'hypersensibilité et découvrir comment on peut l'utiliser et utiliser ce super pouvoir pour bien vivre son mode de fonctionnement qui est l'hypersensibilité. Alors, j'ai d'abord commencé par me présenter. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie, spécialiste de la thérapie du bien-être et j'accompagne les personnes sensibles et particulièrement les personnes hypersensibles avec des programmes d'accompagnement en ligne en individuel, mais aussi en collectif. Je suis spécialisée dans la gestion du stress, la relaxation, la préparation mentale et euh, gagner en confiance en soi. Je propose un accompagnement grâce au coaching avec des interventions orientées solutions. J'utilise les thérapies brèves et les thérapies énergétiques, le tout dans la direction de la thérapie du bien-être qui consiste à sortir les forces, à aller vers les objectifs, aller vers ce que l'on souhaite atteindre. Et donc pour ça, j'utilise la programmation neurolinguistique ou encore la psychologie positive, par exemple. Alors, le contenu de cette capsule, ce que je vous propose ici, eh bien, dans un premier temps, ça va être de découvrir ce qu'est l'hypersensibilité et puis de définir aussi ce qu'est l'hypersensibilité. On verra qu'il existe plusieurs modes de sensibilité. On ira faire un tour sur le fait que l'hypersensibilité, est-ce qu'on est hypersensible ou est-ce qu'on le devient? On verra ça ensemble. Et puis, je vous proposerai également quelques signes, quelques indicateurs qui peuvent vous aider à déterminer si vous-même vous êtes hypersensible. Vous pouvez aussi faire le test pour savoir si vous êtes hypersensible, un test que j'ai mis en ligne basé sur le test de la psychologue américaine Helen Aron et qui se trouve sous cette vidéo que je vous invite bien sûr à faire. On parcourra ensemble aussi les challenges que les hypersensibles peuvent rencontrer et qui fait que c'est souvent vécu comme une souffrance. Et l'idée de cette vidéo, c'est bien sûr de dépasser, de vous donner des clés pour bien vivre votre hypersensibilité, si c'est votre cas ou le cas d'une personne de votre entourage, pour comprendre que c'est une caractéristique à utiliser, à réguler, et de faire de cette force, de ce talent, eh bien, un super pouvoir, voire des super pouvoirs. Alors, qui a découvert, qui parle d'hypersensibilité au départ? Euh, la, la psychologue la plus connue, je viens de la citer du fait du test qui se trouve sous la vidéo, eh bien, c'est une psychologue américaine qui est elle-même hypersensible, qui a découvert ce trait de personnalité en faisant elle-même une psychothérapie. C'est Helen Aron qui a écrit de nombreux ouvrages, donc c'est un auteur à succès, et qui a mis en lumière et fait connaître cette caractéristique de l'hypersensibilité. Hélène Aron a fait ses premières recherches sur l'hypersensibilité dans les années 90 et donc elle a rendu accessible par la suite à travers ses ouvrages ce trait de personnalité, ce trait de fonctionnement plutôt qu'est l'hypersensibilité. En réalité, elle a repris une notion, un concept qui a été abordé déjà par Carl Gustav Jung, qui est le concept de sensibilité innée. Elle a approfondi en fait le concept de Jung, selon lequel environ 20% de la population est née avec un système nerveux qui est plus sensible. Aujourd'hui, on dit que environ 15 à voire 15 à 30%, mais certaines autres études disent 35% de la population dans le monde serait hypersensible. Les hypersensibles sont des personnes en fait qui possèdent une sensibilité innée, donc ça c'est la caractéristique développée par Jung. Et ce qui est mis en avant à travers leurs travaux, c'est que c'est un trait particulier qui façonne les interactions des hypersensibles avec leur entourage, avec eux-mêmes, mais aussi qui façonne leur expérience et la façon dont les hypersensibles voient le monde, d'une façon différente du reste de la population, si vous voulez.
On perçoit souvent l'hypersensibilité comme quelque chose d'extrêmement féminin. En réalité, l'hypersensibilité toucherait autant les hommes que les femmes. Alors, c'est quoi l'hypersensibilité? Comment on la définit? Alors, c'est une sensibilité qui va être plus haute que la moyenne. Et donc, une personne hypersensible, face à une stimulation extérieure, cette personne hautement sensible va avoir une plus forte réactivité que le reste de la population. Et donc, elle va percevoir les stimuli extérieurs de manière intense, de manière amplifiée. Et surtout, la grande différence, c'est qu'elle perçoit tous ces stimuli sans filtre. Elle n'a pas de filtre, la personne hypersensible. Et donc, pour elle, l'hypersensibilité, en fait, c'est comme une éponge qui va tout absorber de l'environnement. En réalité, l'hypersensibilité est en lien avec l'hyperstimulation du système nerveux. Le système nerveux de la personne hypersensible est surstimulé en permanence comparativement à une personne lambda, puisque ce système nerveux n'a pas de filtre. Et donc, on peut facilement comprendre que quand on est stimulé par nos échanges avec les autres, par notre environnement, par nos pensées, etc., c'est agréable. Mais quand c'est une stimulation qui est très élevée et permanente, vous pouvez facilement comprendre que cette hyperstimulation entraîne une hypersensibilité et aussi une hyperréactivité chez les personnes hypersensibles qui ont du mal avec pardon, à accepter leur hypersensibilité. Donc, et puis ce mot hypersensible peut avoir aussi une certaine connotation, on va dire péjorative, dans l'inconscient collectif, et puis aussi quand on n'accepte pas cette caractéristique chez soi, mais aussi chez les autres. Et c'est pourquoi beaucoup d'auteurs parlent aujourd'hui de haute sensibilité ou d'ultra-sensibilité. On associe souvent cette hypersensibilité à un trop-plein émotionnel. En réalité, le trop-plein émotionnel, c'est une notion qui va être réductrice par rapport au fait d'être hypersensible, qui est beaucoup plus vaste qu'être hyper émotif, et on va le voir tout de suite en découvrant qu'il existe plusieurs modes d'hypersensibilité. On a, on va dire, 3 canaux d'hyperstimulation qu'on va découvrir ensemble. Les 3 peuvent être complémentaires, c'est-à-dire qu'un hypersensible peut avoir les 3 modes, mais généralement, il y a une dominante. Alors, les 3 modes sont lesquels? On a ce qu'on appelle les hyper-émotifs, ce que je disais tout à l'heure, hein, on pense souvent à l'hyper-émotif quand on pense à hypersensibilité. Les hyper-émotifs sont ceux qui ressentent une palette d'émotions extrêmement large. Ils ressentent les émotions, leurs émotions de manière intense, mais aussi celles de leur entourage. Ensuite, on a également un deuxième mode d'hypersensibilité qui correspond aux hypersensoriels. Ce sont des personnes qui vont être très sensibles à la lumière, au bruit, aux odeurs, aux matières, aux textiles, par exemple. Vous savez, c'est le fameux pull en laine ou l'étiquette qui gratte. Une personne hypersensible va être extrêmement stimulée par ce gratouillement du pull ou de l'étiquette et ne le supportera pas, là où une personne lambda le sentira mais ne sera pas gênée plus que ça, si vous voulez. Donc là, on est dans les sens hyper développés. Et puis le troisième mode, c'est celui qui parle des penseurs, des hyperpenseurs, on est ici dans les processus cognitifs qui sont surstimulés. Et donc, ces hypersensibles-là eh bien, vont penser tout le temps, vont être tout le temps en train d'analyser tout et tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux et à l'extérieur d'eux. Ils peuvent revenir aussi aux mêmes idées ou aussi faire des associations d'idées. Du coup, il y a une stimulation mentale qui est permanente. Ici, on va retrouver aussi
le processus cognitif va amener aussi à beaucoup de doutes ou à beaucoup de rumination. Donc là, on va retrouver tout ce qui a trait, par exemple, à la surcharge mentale. Donc, on a ces 3 modes d'ultrasensibilité. Souvent, les hypersensibles se retrouvent dans ces 3 phénomènes, mais on a généralement une dominante parmi ces 3 modes. Donc, si vous êtes hypersensible, il y a certainement un mode qui est plus fort, plus intense pour vous. Ça ne veut pas dire que les 2 autres ne sont pas présents, mais vous allez avoir une dominante. Alors, est-ce qu'on est hypersensible ou est-ce qu'on le devient? D'où vient cette hypersensibilité? Eh bien, on revient ici aux travaux de Jung, qui parle de sensibilité innée chez 20% de la population. Et Jung est à l'origine d'un test de personnalité qui aujourd'hui est utilisé, qui a été remis, on va dire, au goût du jour par d'autres psychologues, et c'est le fameux MBTI. Donc les fameuses 16 personnalités avec une dominante introvertie ou extravertie qui est déterminée, et ensuite 3 autres modes, et l'ensemble combiné permet de, de distinguer 16 types de personnalités. Et donc, Jung a déjà abordé cette question de naître hypersensible. L'hypersensibilité, eh bien, on parle éventuellement d'un lien génétique de la sensibilité, et d'ailleurs, des recherches récentes révèlent que le trait de personnalité très sensible a aussi un lien génétique qui est vérifiable, qui explique que 47% de la variation qui explique 47% de la variation de la sensibilité individuelle. Donc, il existe un lien génétique qui explique le fait que 47% de la sensibilité individuelle varie, en fait, si vous voulez. Alors, bien sûr, cette hypersensibilité, elle peut se développer en intra-utérin. On est hypersensible. Et ça peut être en lien, par exemple, parce que la maman est elle-même hypersensible, mais aussi peut-être parce que la maman a eu beaucoup d'émotions à un moment donné, ou a vécu une situation qui l'a marquée. C'est-à-dire que ça peut être soit un choc émotionnel, soit des événements anodins du quotidien, mais qui ont abordé, qui ont développé, on va dire, tout un fil conducteur pendant la grossesse. Et donc, on est hypersensible, on a un lien génétique hypersensible, la vie intra-utérine est importante avec le lien avec la maman et ce qu'elle vit. Et puis, bien sûr, l'environnement joue un rôle important dans le comportement hypersensible et dans le développement de l'hypersensible. Parce que, comme on le disait, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de naissance et qui va être plus ou moins accentué avec les expériences de vie. Et donc, quand on est hypersensible, on va grandir en se sentant différent des autres. Et suivant comment cette hypersensibilité est accueillie par l'entourage et développée par l'enfant, eh bien, soit on va la bloquer, l'hypersensible va bloquer sa sensibilité avec une carapace, par exemple, soit il va se sentir submergé et avoir des comportements beaucoup plus réactionnaires, ce qui va entraîner une incompréhension de l'entourage, par exemple. Est-ce qu'il y a un lien entre l'hypersensibilité et le fait d'être haut potentiel intellectuel? Alors, on peut dire qu'une grande majorité des HPI sont des hypersensibles. Par contre, l'inverse n'est pas vrai dans le sens où les hypersensibles ne sont pas tous, en majorité, des personnes à haut potentiel intellectuel. Donc, on a cette sensibilité qui est présente dès la naissance et qui va plus ou moins être accueillie, plus ou moins se développer au fur et à mesure que l'on va grandir. Alors, si vous avez l'habitude d'entendre des choses comme mais pourquoi est-ce que tu prends les choses trop à cœur, par exemple, eh bien, la réponse peut tout simplement être que cela se trouve dans vos gènes. À partir de là, un peu comme eh bien, on a les yeux bleus, marron, vert, les cheveux de telle ou telle couleur, la peau de telle ou telle couleur, une taille de telle ou telle couleur, etc.
Ce sont des choses qu'on ne choisit pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir qui l'on est dans notre entièreté et donc notre hypersensibilité, de ne pas la rejeter, mais de savoir que c'est une caractéristique et particulièrement une caractéristique à exploiter. Alors, êtes-vous hypersensible vous-même, hein? Ça peut être une question que vous vous posez si vous regardez cette vidéo. Vous avez un test sous cette vidéo que je vous invite à faire. C'est un test que j'ai mis en ligne et donc qui va vous permettre de déterminer si vous êtes vous-même hypersensible ou si quelqu'un de votre entourage est hypersensible. Je vais vous donner ici 10 indicateurs, 10 signes qui permettent de se dire qu'éventuellement, vous pouvez être en face d'une hypersensibilité, soit pour vous-même, soit pour l'un de vos proches. Alors, si vous êtes une personne empathique, il est fort probable que vous soyez hypersensible si vous êtes extrêmement empathique, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans cette captation de l'émotion des besoins des autres, par exemple. Mais aussi, si vous vous sentez souvent irritable, fatigué, voire vidé à la fin d'une journée, si vous êtes plus sensible au bruit, aux odeurs, aux lumières, aux textures, par exemple, si vous avez une grande intuition, l'intuition, vous savez, c'est le fait de savoir quelque chose, d'avoir la réponse à quelque chose sans avoir procédé à un raisonnement logique. La réponse vous est venue comme ça sur un eureka et ensuite vous allez raisonner cette intuition, mais l'intuition c'est ça, c'est cette petite voix qui vous guide sans que vous sachiez pourquoi c'est la réponse et c'est la réponse que vous avez. Donc si vous avez une grande intuition, c'est aussi un signe de grande sensibilité. Si si vous portez une grande attention aux détails également, c'est un signe, ça peut être un signe d'hypersensibilité. De la même façon, si vous êtes plutôt une personne spontanée, une personne réactive à l'environnement, ça peut être dû à cette hyperstimulation du système nerveux. Vous pouvez aussi avoir du mal à prendre de grandes décisions si vous êtes hypersensible et être anxieuse notamment face à l'avenir. Vous pouvez avoir besoin de souvent vous isoler pour vous ressourcer, vous retrouver plutôt au calme. Et enfin, un autre signe que vous êtes hypersensible, c'est que vous pouvez avoir du mal à digérer les événements du passé. Ça s'explique avec les différents modes qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, on a une hyperstimulation du système nerveux autonome, mais aussi on a vu qu'il y avait plusieurs modes, et notamment le mode cognitif, et donc, c'est le fait de penser tout le temps. Et quand on pense tout le temps, on analyse toutes les situations, toutes les expériences qu'on a vécues, mais aussi toutes les décisions qu'on doit prendre face à notre avenir. Et donc, on peut être sans cesse en train de peser le pour, le contre, etc. Ce qui crée une forme d'angoisse, d'anxiété face à l'avenir et aussi des difficultés à digérer des choses du passé, par exemple, ou encore pour pouvoir prendre une décision. Est-ce que je déménage ici? Est-ce que je fais cet achat immobilier? Est-ce que je m'installe en couple avec cette personne, etc., etc. Donc vraiment, je vous invite à faire le test en ligne avec le lien qui se trouve sous cette vidéo pour tester votre hypersensibilité. Vous verrez, ça vous donnera une bonne indication de votre degré d'hypersensibilité, même si ça ne remplace pas, bien sûr, une consultation en individuel. Alors, les difficultés que rencontrent les hypersensibles et qui font que pour beaucoup d'hypersensibles, cette caractéristique est une véritable souffrance, surtout lorsque on n'a pas conscience d'être hypersensible, on se sent juste pas normal par rapport aux autres, on se sent juste différent et on voudrait être comme les autres, mais on se rend bien compte qu'on réagit de manière excessive du fait de cette hyperstimulation. Et quand cette hypersensibilité n'est pas connue, n'est pas comprise et n'est pas accueillie, eh bien, elle peut devenir une véritable souffrance et entraîner des challenges dans la vie de tous les jours. Alors, quels sont les challenges que peut rencontrer l'hypersensible quand il refoule cette sensibilité ou qu'il n'en a pas conscience? Du fait de l'hyperstimulation de son système nerveux, la personne hypersensible est plus souvent en burn-out, par exemple, au niveau professionnel,
parce que du fait de cette stimulation au niveau cognitif, au niveau des pensées, eh bien, elle a du mal à accepter la critique. Dans le sens où une personne hypersensible est facilement susceptible parce qu'elle prend les choses à cœur. Et là, on retrouve aussi le lien avec l'hyper-émotif. Elle prend les choses très à cœur et du coup, elle peut être aussi très perfectionniste et elle peut vouloir prouver qu'elle est capable de faire les choses à soi-même et à son entourage, ce qui peut la conduire à l'épuisement et donc au burn-out et aussi aux problématiques de perfectionnisme parce que justement, elle prend les choses à cœur et elle veut que les choses soient bien faites et elle ne veut pas recevoir de critiques. Donc, elle va absolument tout faire pour que tout soit parfait. Donc, ça peut créer des difficultés à ce niveau-là. De même, l'hypersensible donne tout en amour, c'est en lien avec cette idée de prendre les choses à cœur, hein, parce que souvent la personne hypersensible est aussi une personne idéaliste et, et idéalise par exemple aussi les relations amoureuses euh, et, euh, et le lien amoureux. Et donc, elle va prendre très à cœur et s'engager. Une fois qu'elle s'engage dans quelque chose, elle va s'engager à fond. Ce qui peut créer soit des problématiques de jalousie dans les couples, soit des problématiques aussi, on va retrouver des problématiques de dépendance avec les personnes hypersensibles. Du coup, on peut retrouver des difficultés dans les comportements amoureux. La personne hypersensible peut être contrôlante, jalouse, possessive et finir par étouffer l'autre parce que elle donne tout en amour, elle idéalise la relation, elle prend les choses à cœur, elle veut que tout soit parfait et elle s'engage vraiment avec le cœur dans cette relation au point peut-être d'en faire trop, si vous voulez. Et là, on retrouve le côté perfectionniste. Les hypersensibles sont des personnes très créatives, mais s'enferment souvent, du coup, dans leur bulle, dans leur imagination, et aussi dans leur job. Hein, au niveau professionnel, on peut retrouver ces problématiques-là. Et du coup, ils ne vont pas s'épanouir. Hein. Les personnes hypersensibles qui vont se renfermer comme ça ne seront pas du tout épanouies. Alors que ce soit dans leur travail, mais aussi dans leurs relations amoureuses, leurs relations amicales, ou le développement d'activités qui pourraient éventuellement les intéresser. Parce que souvent, l'hypersensible est timide. Et donc, il n'ose pas alors, il n'ose pas prendre la parole, il n'ose pas exprimer son opinion, ou alors il n'ose pas demander de l'aide. Et ça peut se traduire aussi par le fait de ne pas oser dire non, de ne pas faire de sport, de ne pas oser faire de la danse, par exemple, aussi. Euh, donc, il va plus louper des opportunités du fait d'être dans son monde, dans sa bulle. Euh, et on retrouve des problématiques de timidité et de manque de confiance en soi chez les hypersensibles. Euh, et qu'est-ce que je voulais ajouter dans ce sens-là Euh, C'est le fait aussi de cette timidité d'aller développer des phobies sociales. Et donc, l'hypersensible peut ne pas aimer eh bien, de faire les grands magasins, faire les courses quand il y a trop de monde, par exemple, parce qu'il est aussi dans un mode hypersensoriel. On l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va être hypersensible à la lumière, au bruit, etc., aux ambiances extérieures. Et donc là, mais ça va être compliqué pour lui. Et le fait d'être très empathique, c'est-à-dire d'absorber les ambiances autour de lui, peut le rendre, par exemple, très anxieux et, du fait qu'il perçoit les émotions, les ambiances autour de lui et du coup, on va développer des phobies sociales. Donc une difficulté à se retrouver mêlé à des grandes foules, par exemple. Euh, les challenges que rencontre l'hypersensible quand il nie cette caractéristique, c'est qu'il peut développer une carapace, douter beaucoup de lui et avoir peur de mal faire. Dans le sens où la personne hypersensible est généralement une personne intelligente et intuitive. Mais qui porte une carapace et qui est en quête de sens. L'hypersensible est idéaliste souvent et il cherche à donner du sens à ce qu'il fait. Et donc, il réfléchit constamment. Donc là, on retrouve le mode hyper cognitif.
Et c'est ce qui entraîne la difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, à avoir du mal à prendre des décisions importantes parce qu'il doute beaucoup et qu'il a peur de mal faire et de prendre la mauvaise décision, hein, tout simplement. Donc, ça entraîne ce type de carapace, de doute, de mal-être chez l'hypersensible, par exemple. Et parfois, par exemple, des difficultés à choisir sa voie professionnelle, des difficultés scolaires, parce qu'il faut s'engager dans une voie, mais on doute toujours d'avoir pris la meilleure voie, par exemple. Je le disais, il est souvent en quête de sens, donc il a besoin de donner un sens à tout, l'hypersensible. Donc ça peut entraîner aussi une surmentalisation et le fait de se faire en permanence des films et notamment de s'inventer des histoires, de surinterpréter des comportements ou oui, des réactions des autres, mais ça peut être aussi de se faire des scénarios catastrophes en permanence dans la tête, hein. Donc on a beaucoup de phobies, hein, au niveau des hypersensibles. En réalité, cette caractéristique, eh bien, quand elle est comprise, alors quand elle est connue déjà, quand on comprend que on a cette caractéristique en soi, qu'on la comprend, hein, qu'on apporte de la compréhension sur c'est quoi l'hypersensibilité, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est une hyperstimulation de mon système nerveux qui n'a pas de filtre et donc qui est hyperstimulé en permanence par, au niveau émotif, au niveau des sens et au niveau des pensées. Voilà, si on résume. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment d'en faire une force, de faire de votre hypersensibilité, de votre force innée, un super pouvoir. Vous êtes né ainsi, et donc plutôt que de nier que vous avez, je ne sais pas moi, les cheveux, roux, eh bien, faites-en, une beauté, particulière, une qualité qui va vous rendre absolument unique et votre hypersensibilité, c'est la même chose. C'est une force, une puissance, un talent, une caractéristique avec laquelle vous êtes né et que vous pouvez utiliser, pour en faire un super pouvoir dès lors que vous savez la réguler. Donc l'hypersensibilité, c'est un talent à exploiter, ce n'est pas une maladie. Elle est à reconnaître, elle est à accueillir, elle est à utiliser pour vivre en harmonie et pour, être plus épanoui dans votre quotidien. Pour ça, il faut comprendre son fonctionnement et nourrir aussi, ça c'est très important pour les personnes hypersensibles, il est nécessaire, de comprendre quels sont nos besoins, personnels, et avant de répondre aux besoins des autres. Ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve aussi beaucoup chez les personnes hyper empathiques. Et donc l'idée, c'est de s'écouter, de quoi ai-je besoin aujourd'hui, et puis de nourrir par soi-même ses besoins pour faire de cette hypersensibilité une force. Alors en quoi c'est une force? En quoi c'est un super pouvoir? Qu'est-ce qu'elle permet, cette hypersensibilité, quand on la regarde avec un point de vue positif? Eh bien, c'est une force, c'est un talent, parce qu'elle permet de vivre intensément les choses, parce que ça permet, de s'émerveiller de tout, ce qui, nous entoure quand on est hypersensible. Donc ça, c'est absolument merveilleux. Ensuite, ça permet d'avoir des sens plus développés, on l'a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie, j'ai oublié de le dire. Le fait d'avoir les sens hyper développés, c'est l'hyperesthésie et ce n'est pas que les émotions, hein, c'est vraiment tout ressentir de manière plus intense avec les 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Donc c'est un atout pour exercer un art quel qu'il soit. Un art, c'est, le théâtre, la musique, mais ça va être pour, tout ce qui est en lien avec les sens, comme le toucher, ça va être par exemple la poterie ou la cuisine. Et donc, c'est un véritable talent à exploiter. Et puis, l'hypersensibilité, elle permet d'être plus connecté, à la nature et à la spiritualité, c'est-à-dire, on va dire, à des choses plus grandes que soi, hem, au cosmos, à l'univers. Pour la spiritualité, ben voilà, ça peut développer une foi plus importante avec des croyances, qui vous appartiennent, hein, mais, de se sentir relié, à quelque chose de plus grand. Quand on est hypersensible, on peut sentir ce lien à la nature et la spiritualité parce qu'on se sent profondément relié aux autres, du fait de cette hyper-empathie et donc on peut être plus profondément lié aux animaux, à notre environnement, au monde qui nous entoure. Et là, ça va être un atout extraordinaire pour exercer, par exemple, dans, le domaine environnemental, pour prendre soin de son jardin,
avoir le bonheur d'être accompagné d'animaux chez soi. Mais au niveau professionnel, ça peut développer des vocations dans le domaine, je ne sais pas moi, du zéro déchet, la protection de la nature, de la cause animale, des grandes causes humanitaires, par exemple. Donc, ça peut être aussi du bénévolat, hein, ce n'est pas forcément une vocation professionnelle. En tout cas, il y a cette sensibilité à la nature, à l'humain, à la spiritualité qui connecte et qui permet de prendre soin des autres, de la planète, ici en particulier, et de développer une certaine foi et peut-être de guider, d'emporter les autres à ce niveau-là. Euh, et puis, cette hypersensibilité, je l'ai dit tout à l'heure, l'hypersensible est quelqu'un qui s'engage complètement, qui veut vraiment bien faire. Donc, c'est une personne qui va être plus consciencieuse que les autres. Et donc, ça peut conduire à fournir un travail qui va être extrêmement méticuleux, un travail extraordinaire avec des résultats incroyables parce qu'il y aura cette conscience du travail bien fait. Aussi motivé par le fait de ne pas vouloir décevoir les autres. Et bien sûr, il faut faire attention au perfectionnisme, mais si on est dans le volet positif de la recherche du travail bien fait, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant comme qualité, notamment dans le milieu professionnel. Et puis, la personne hypersensible est généralement un être attentionné et sensible aux besoins des autres. Et donc, vous êtes sûrement à l'écoute des autres. Vous pouvez même anticiper les besoins des autres. Et ça va être un atout important dans vos relations sociales, au niveau familial, au niveau amical. Vous êtes un ami fidèle et toujours là pour conseiller et pour épauler l'autre. Et puis au niveau professionnel, on retrouve beaucoup de personnes hypersensibles dans les métiers en lien avec les professions de la relation d'aide, comme les thérapeutes, les médecins, les psychothérapeutes, psychologues, mais aussi les coachs, comme moi. Vous trouvez aussi des infirmiers, certains médecins. C'est aussi on les retrouve aussi dans les professions RH, hein, ressources humaines, ou encore au niveau de l'enseignement. On peut trouver aussi des professeurs de yoga ou des vétérinaires en lien avec la nature ou la spiritualité, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça permet en fait de ce soin pour aider les autres, cette empathie est mise à profit dans toutes vos relations sociales et dans les métiers à caractère sociaux. On a vu aussi que vous avez, si vous êtes hypersensible, une forte intuition, une grande intuition. Et ça signifie que vous avez plus facilement la capacité à remarquer les indices non verbaux et à saisir des nuances assez subtiles, pardon, voire invisibles pour le reste de la population, mais qui, vous arrivez à voir ces choses-là. Et donc, c'est un atout extraordinaire pour faire des liens entre des choses où personne ne fera de lien et peut-être faire des découvertes extrêmement intéressantes, hein, comme Einstein, hein, qui était une personne hypersensible. Donc, c'est les grands eureka. Et puis, ça peut être aussi une qualité dans le domaine professionnel pour tous les métiers qui vont demander des talents d'enquêteurs dans le domaine de la police, mais aussi de la psychologie, par exemple, ou dans le domaine des assurances, pourquoi pas. Enfin, la personne hypersensible, c'est un super pouvoir parce qu'elle a une créativité extraordinaire et donc elle a une imagination qui est absolument débordante avec un monde extrêmement riche. On peut parfois prendre des personnes hypersensibles pour des personnes qui sont tout le temps dans la lune, mais en réalité, elles sont connectées à leur monde intérieur avec une grande imagination et cette créativité, c'est un talent à utiliser, à exploiter dans le quotidien. La créativité, vous allez pouvoir l'exploiter pour, vous habiller de manière extrêmement coordonnée, belle, faire des jolies tables, mais aussi dessiner des jolies choses, envoyer des jolies cartes à vos proches. Au niveau des métiers, on retrouve ici tous les métiers en lien avec les activités extrêmement créatives, infographistes, dessinateurs, illustrateurs, auteurs, conférenciers, romanciers, scénaristes, etc., où l'imagination et la créativité
sont de mise. Un peu comme la forte intuition et la créativité combinée donnent lieu en fait à une créativité mentale. Et donc les grandes découvertes, les inventeurs aussi sont souvent des personnes hypersensibles parce qu'elles font des liens là où on ne peut ne rien voir quand on est quand on se trouve du point de vue de la personne lambda. Alors, si on résume, les points clés de cette hypersensibilité, eh bien, sans avoir ce côté, cette connotation péjorative de la personne hypersensible en souffrance, en réalité, les points clés de l'hypersensibilité, c'est une grande sensorialité, un grand sens du détail, une grande capacité à être dans l'empathie et à capter les émotions des autres et à les exprimer aussi. Donc là, on va retrouver aussi toutes les professions dans le domaine des arts comme les acteurs, les comédiens, etc., hein. Et puis, c'est aussi une grande capacité à penser beaucoup de choses et à être très créatif au niveau de ses pensées. Euh, alors, créatif en termes d'imagination, mais aussi créativité mentale, hein, mais pas que la créativité artistique, je veux dire par là. Et donc, on retrouve des personnalités comme Einstein, j'ai dit tout à l'heure. Il me semble que Lady Diana aussi avait des caractéristiques d'hypersensible. Je n'ai pas remis la diapo avec. J'avais mis une diapo avec plusieurs photos de personnalités. Mais vous pouvez retrouver en cherchant sur Internet, voilà, personnalité hypersensible, vous en trouverez plein. Alors, comment globalement on peut s'épanouir en tant qu'hypersensible? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes, mais la première, c'est déjà de savoir qu'on est hypersensible. Et donc, quand on pose, entre guillemets, un diagnostic sur qu'est-ce qui fait qu'on se sent tout le temps hyper stimulé et du coup en surréactivité, eh bien, c'est parce qu'on est hypersensible. Et quand on a déjà ce diagnostic, ça apporte une forme de soulagement. Ensuite, bien sûr, il faut comprendre cette hypersensibilité, comment elle fonctionne, et aussi l'accueillir. C'est-à-dire ne pas se dire ah mais c'est pas marrant d'être hypersensible, je n'ai pas envie d'être hypersensible. Vous êtes né avec des yeux bleus et vous ne remettez pas en question vos yeux en permanence. Donc l'idée, c'est d'accueillir son hypersensibilité, reconnaître qu'on est hypersensible, savoir comment on fonctionne. Et en comprenant que c'est OK d'être ultra sensible, que c'est votre mode de fonctionnement naturel, et en l'accueillant comme tel dans votre quotidien, eh bien, ça vous aidera déjà à être beaucoup plus serein. Et puis, bah, on l'a vu hein, tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, hein, ça touche 15 à 30%, voire 35% selon les dernières études de la population. Donc, on est nombreux à être hypersensibles. L'idée, c'est d'apprendre à comprendre comment on fonctionne et comment on régule cette hyperstimulation. Et donc, après avoir accueilli cette caractéristique en soi et à l'accepter, eh bien voilà, le premier conseil, pour bien vivre cette hyperstimulation, c'est de savoir se reposer, savoir se ressourcer, savoir se régénérer. Donc, la personne hypersensible a besoin de se ressourcer parce que cette hyperstimulation permanente au quotidien va la fatiguer. D'accord. Et donc, il faut aussi savoir dire non à certaines sollicitations quand on est trop fatigué pour éviter eh bien, de s'épuiser et pour éviter aussi d'avoir des difficultés relationnelles, sociales avec les autres. C'est-à-dire quand vous acceptez quelque chose, vous acceptez une invitation pour aller quelque part alors que vous êtes fatigué, eh bien, vous allez être en colère contre vous-même, en colère contre la personne, et ça peut créer aussi des conflits, des disputes ou des surréactions agressives, alors que ce n'était pas votre intention au départ, mais vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas su dire non. Donc, ce sera dans un premier temps de savoir dire non pour se reposer, se régénérer. C'est l'une des clés les plus importantes. Après, on peut rajouter, eh bien, pour savoir dire non, peut-être apprendre des techniques de communication qu'on voit par exemple en coaching individuel avec les personnes hypersensibles dans le cadre de mon programme d'accompagnement, par exemple. Et puis, la troisième clé que je dirais, voilà, les 3 points les plus importants, ça va être d'apprendre à prendre de la distance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Et donc là, c'est mettre en place une discipline personnelle pour prendre de la distance dès qu'on se sent submergé.
Donc, ça va être au niveau des pensées qui tournent en boucle, de savoir-faire, de la remédiation cognitive. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ici. Ça peut être aussi de libérer un trop-plein émotionnel ou un trop-plein mental par le corps, donc par une activité physique, par exemple. Ça peut être aussi de passer par des techniques de relaxation comme la respiration, la cohérence cardiaque, la sophrologie, et cetera. Et puis, pour avoir une routine quotidienne et être zen au quotidien quand on est hypersensible, moi, je vous invite vraiment à pratiquer la méditation, soit en ayant une pratique formelle, soit en ayant une pratique informelle. La pratique informelle, ça va être d'être dans la pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire, de vivre, de ressentir. Et donc, par exemple, ça va être pendant 5 minutes quand vous êtes en train de faire votre ménage ou de faire votre vaisselle ou de faire votre balade en forêt ou en pleine nature, eh bien, de simplement prendre conscience de votre corps et de sentir vos pieds sur le sol qui avancent, peut-être le vent dans vos cheveux, les odeurs, les bruits que vous entendez. Si c'est la vaisselle que vous êtes en train de faire, de sentir sous vos mains la mousse, la température de l'eau, la texture du plat, de la vaisselle que vous êtes en train de laver, etc., etc. Donc ça, c'est des pratiques informelles. En pratique formelle, vous pouvez exercer la méditation de pleine conscience, aussi en étant tout simplement assis et en prenant conscience, eh bien, de votre respiration, des zones de tension dans votre corps, et puis des sensations, des ressentis, des pensées que vous avez. L'idée de pratiquer la méditation, 1, 5 minutes, 10 minutes, l'idée c'est pas de battre des records, c'est de créer une habitude. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que, 1 heure, tous les 6 mois, ça ne sert à rien. Parce que ça ne va pas calmer efficacement au quotidien votre système nerveux qui est hyper stimulé. La méditation au quotidien, ça va être pendant 1 minute, de ne pas penser, c'est-à-dire d'observer les nuages de pensées qui passent. Et le temps de méditation, c'est le temps qui se trouve entre 2 pensées. C'est le temps qui va être plus ou moins long entre 2 pensées que vous avez. Donc, plus vous allez prendre l'habitude d'espacer les nuages des pensées, plus ce temps entre les nuages va s'allonger en fait, hein. Vous pouvez aussi pratiquer une méditation qui va consister en la répétition d'un mantra, par exemple, ou d'une affirmation positive, et de faire en sorte de n'être concentré que sur cette répétition pendant 5 minutes. Voilà. Vous avez des tas de types de méditation, des applications aussi qui sont à votre disposition, comme l'application Petit Bambou, hein, qui vous aide aussi à méditer. La méditation, elle va aider à prendre du recul par rapport à ce qui se passe au niveau de vos pensées et de vos émotions et de vos sens également. Mais généralement, pour les personnes qui ont des modes hyper émotifs et hyper cognitifs, eh bien, ça va mettre à distance, on va dire le hamster qu'on a dans la tête là, donc qui tourne, sur sa roue et qui ne s'arrête jamais, ou le débordement émotionnel. En réalité, vous serez après en capacité d'observer ce qui se passe, d'un point de vue extérieur. Donc moi, je recommande vivement la méditation. En même temps, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester ensemble, une technique, donc d'approfondir une des techniques que je viens de vous donner. Alors, la plus simple, si la méditation, ça vous semble compliqué, vous avez, un outil extraordinaire qui est toujours à votre disposition, que vous avez toujours sur vous, partout, peu importe où vous vous trouvez, que vous pouvez utiliser sans limite, sans avoir besoin de dépenser de l'argent. C'est votre respiration et en fait, la respiration agit sur le système nerveux et donc va réguler l'hyperstimulation du système nerveux de l'hypersensible. Donc simplement, le fait de porter son attention sur la respiration, sur notre respiration quand on est hypersensible, c'est un exercice qu'on peut faire partout et qui permet de se recentrer quand on se sent submergé, que ce soit au niveau émotionnel, sensoriel ou au niveau des pensées. Donc par exemple, vous pouvez imaginer que vous fermez les yeux. Fermer les yeux, ça permet de rentrer à l'intérieur de soi et de se couper déjà des stimuli visuels extérieurs.
Éventuellement, vous pouvez vous boucher les oreilles pour vous couper des stimuli auditifs ou mettre un casque qui va isoler le son extérieur. Et donc, ça vous permet d'entrer un peu plus à l'intérieur de vous et de diminuer l'hyperstimulation du système nerveux autonome. Donc, ainsi, vous entrez à l'intérieur de vous pour vous recentrer. Et puis, maintenant, je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. Prenez simplement conscience de votre respiration naturelle, sans rien forcer. Sentez l'air frais qui entre par vos narines et l'air chaud qui ressort par votre bouche. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre pour le sentir se gonfler comme un ballon de baudruche quand vous inspirez par le nez et se dégonfler quand vous expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez en sentant l'air frais entrer dans vos narines et expirez en soufflant l'air plus chaud par la bouche. Longuement. Comme si vous alliez éteindre une bougie sur un gâteau d'anniversaire. Voilà, simplement prendre quelques secondes, voire 1 minute, 5 minutes dans votre journée. Quand vous sentez que votre système nerveux est en train d'être trop stimulé, il y a trop de bruit, trop de lumière, trop d'agitation autour de vous, trop de pensées dans votre crâne, trop d'émotions dans votre cœur, vous fermez les yeux, vous fermez toutes les écoutilles et vous entrez à l'intérieur de vous pour prendre contact avec votre respiration. Et ça vous permet déjà de vous recentrer, de faire ce qu'on appelle un recentrage émotionnel. Et pour aller plus loin, moi, ce que je vous conseille, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de pratiquer la cohérence cardiaque par induction respiratoire en utilisant une application, par exemple. Elles sont gratuites. L'application Respirelax sur Apple Store ou l'application Top Breath sur Android sont des applications gratuites et elles ont le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez une petite bulle d'air ou d'eau, je ne sais plus, une petite bulle, oui, d'air qui monte et qui descend. Et donc, quand la petite bulle monte, vous inspirez et quand elle redescend, vous expirez. Et ces applications sont programmées pour inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes, ce qui permet d'avoir des cycles de respiration, des cycles de 6 respirations par minute. Donc, vous faites 6 respirations, c'est-à-dire inspiration, expiration, en 1 minute. Et l'idéal, c'est de le pratiquer pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Cette pratique de 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire permet de mettre votre cœur, votre cerveau sur la même fréquence, c'est-à-dire la fréquence de 0,10 Hz, ce qui n'est pas naturel pour votre système nerveux, qui est un balancier, qui va un coup du côté du sympathique, c'est celui qui nous permet de nous mettre en mouvement et qui permet de produire, c'est de ce côté-là que le cerveau reçoit le message de produire l'hormone de cortisol, donc du côté sympathique, et puis ensuite il rebalance de l'autre côté, du côté du système nerveux autonome parasympathique. Là, en fait, on est du côté où on est en mode relaxation, en mode je vais m'endormir, en mode état modifié de conscience, quand vous êtes par exemple dans le train et que vous êtes absorbé par le paysage, en mode digestion. Donc là, on est plutôt sur un mode relaxant. Et en fait, notre système nerveux autonome, toute la journée, balance d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'on est en train de faire. Le fait de pratiquer la cohérence cardiaque par induction respiratoire, c'est-à-dire en inspirant 5 secondes, en expirant 5 secondes, eh bien, ça permet de stabiliser le système nerveux autonome au milieu du balancier. Et donc, quand on va arrêter cette respiration, il va repartir de là en étant beaucoup plus équilibré parce que dans notre quotidien d'hypersensible, on est souvent assez haut du côté du système nerveux autonome sympathique
et assez bas du côté du système nerveux autonome parasympathique dans le balancier. Ce qui fait que si on fait la moyenne, on se retrouve quand même du côté du sympathique, c'est-à-dire du côté où on est stimulé. Donc, l'idée de pratiquer cette cohérence cardiaque, 5 minutes 3 fois par jour, assis pendant les repas, parce que, eh bien, après le repas, on est naturellement sur le mode, on est naturellement du côté du parasympathique, donc plutôt relaxant, on est en mode digestion, c'est pour ça. Et assis parce que vous pouvez avoir la tête qui tourne, surtout quand on n'a pas l'habitude de pratiquer cet exercice respiratoire, vous pouvez hyperventiler. Donc, l'idéal, c'est de rester assis. Donc, quand on pratique régulièrement cet exercice, ça permet de redémarrer ensuite nos activités en étant beaucoup plus calme, beaucoup plus serein du fait de cette pratique régulière. Vous verrez une différence en pratiquant tous les jours au bout de 3 semaines, à peu près 21 jours. Et pour ancrer cette habitude, il suffit de le pratiquer jusqu'à 66 à 90 jours, on dit. Donc 66 jours pour que ça devienne une habitude, une routine, et puis 90 jours pour que ça devienne un automatisme beaucoup plus inconscient. Donc ce que je vous propose, eh bien, si et ça fonctionne sur la vidéo, je vous propose eh bien, de pratiquer la cohérence cardiaque. Alors, soit en pratiquant sur une application, Respirelax ou Top Breath, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous avez des vidéos sur YouTube, dès lors qu'il y a un temps d'inspire de 5 secondes, un temps de respiration de 10 secondes, pour être plus simple, vous pratiquez la cohérence cardiaque. Ici, je vous ai mis la rosace de Florence Servan-Schreiber, c'est-à-dire que la rosace gonfle à l'inspire et dégonfle à l'expire. Il n'y a pas de son particulier ici, contrairement aux applications dont je vous ai parlé, où lorsque la petite bulle d'air arrive en haut ou en bas, il y a un petit ding, ce qui permet de pratiquer les yeux fermés, par exemple. C'est à vous de trouver l'outil qui vous est le plus facile, le plus accessible, le plus pratique à utiliser. Peut-être que vous êtes visuel, peut-être que vous voulez vraiment fermer les yeux. À ce moment-là, il faut prévoir le petit ding-dong. Vous pouvez tout simplement compter dans votre tête les 5 secondes ou pratiquer l'exercice des vagues, mais je ne rentrerai pas dans le détail de la cohérence cardiaque, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, est-ce qu'on va pouvoir lancer la vidéo? Hop. Je vais vous proposer, je vais vous montrer, avant de démarrer, je vais vous montrer l'application Respirelax. Donc, je vais à nouveau, dès que j'aurai retrouvé la vidéo, voilà. Tac, je vais partager avec vous mon écran. Vous voyez à l'écran l'application Respirelax, comment elle se présente, ce qui vous permet eh bien de voir comment ça fonctionne. Vous pouvez rajouter aussi de la musique, vous voyez. Il existe plusieurs modes de cohérence cardiaque. Ce qui est intéressant, c'est le mode équilibre. Donc, vous voyez, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et puis, on va aller voir ensemble, nous partage la rosace. Donc ici, vous devriez voir à l'écran eh bien, une rosace qui se gonfle et qui se dégonfle. Et donc, vous pouvez suivre la rosace pour pratiquer la cohérence cardiaque. Allez, vous soufflez complètement par la bouche, videz l'air des poumons et inspirez. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Suivez le rythme de la rosace. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre pour prendre contact avec une respiration abdominale.
Tenez-vous droit, assis, les 2 pieds bien à plat au sol. Et inspirez et expirez au rythme de la rosace. Et expirez, le ventre rentre. Inspirez, le ventre se gonfle. Sentez l'air frais qui entre par vos narines. Quand vous inspirez, voilà. Et l'air plus chaud qui ressort par votre bouche. C'est normal au début de chercher un peu le rythme, parce que 5 secondes d'inspiration, ça peut paraître long, et 5 secondes d'expiration, ça peut paraître court. Donc il faut retrouver ce rythme qui n'est pas naturel. Vous retrouvez cette vidéo sur YouTube également. Et voilà, vous avez donc testé la cohérence cardiaque. Et on va revenir à notre présentation PowerPoint. Donc, vous avez fait l'expérience de ce qu'est un exercice de cohérence cardiaque par la respiration. Donc, je vous invite vraiment à trouver l'outil qui va vous permettre de pratiquer, soit simplement d'observer votre respiration comme je l'ai présenté tout à l'heure, soit en utilisant la cohérence cardiaque avec cette vidéo YouTube de Florence Servan-Schreiber.
ou encore plus pratique, l'une des applications qui se trouve sur smartphone et que vous aurez donc assez fréquemment avec vous, généralement aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et sur la cohérence cardiaque, je mettrai sous la vidéo le lien d'un article dédié. Et puis, pour tous les hypersensibles, je vous invite à télécharger le guide bien-être pour déstresser et prendre confiance en soi, adopter plus de zénitude au quotidien et rayonner plus de sérénité grâce aux techniques, 30 conseils que je vous donne dans ce guide. Vous le téléchargez à partir du lien que je mets sous la vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous invite à revenir sur ce guide pour retrouver les techniques d'accompagnement au bien-être, parce que ce sont des techniques anti-stress qui permettent de booster le bien-être des personnes hypersensibles, dans le sens où toutes les techniques du guide permettent de diminuer l'hyperstimulation du système nerveux des personnes hypersensibles. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce guide ou à le télécharger si ce n'est pas encore fait. Avec ce guide, vous avez accès eh bien, à 8 heures d'ateliers vidéo à travers le groupe Facebook dédié au guide. Et donc, dans l'onglet guide avec un S, dans le groupe Facebook, vous retrouverez une masterclass avec à chaque fois le PDF de la présentation et puis parfois certains PDF supplémentaires pour travailler les notions qui sont abordées dans les ateliers. Et donc, je le rappelle, toutes les techniques du guide sont extrêmement intéressantes pour toutes les personnes hypersensibles. Et donc, c'est un peu comme 100% des joueurs du loto ont joué pour gagner. Eh bien, il n'y a pas de secret. Je vous invite vraiment à expérimenter. Par exemple, la cohérence cardiaque pendant 3 semaines, tous les jours, 5 minutes, au moins une fois par jour. Et vous verrez par l'expérimentation quels bénéfices vous pouvez tirer eh bien, de cette régulation de votre système nerveux autonome. Toutes les personnes que j'accompagne en coaching ou en atelier, que ce soit en présentiel ou en ligne d'ailleurs, qui appliquent ces techniques au quotidien, toutes ressentent de nombreux bienfaits à utiliser cette technique de cohérence cardiaque, mais également d'autres techniques que je présente notamment dans le guide. Donc n'hésitez pas à expérimenter parce qu'il n'y a pas de secret. Si vous faites que lire, c'est un peu comme les livres de développement personnel. C'est bien de les lire, mais c'est surtout, il faut les mettre en pratique. Donc c'est intéressant de noter, par exemple, si vous avez un carnet personnel, un carnet de coaching, un journal intime. Si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à vous en acheter un, même un tout petit pour glisser dans votre sac et à noter, à prendre l'habitude de noter vos idées, vos ressentis et à pratiquer les exercices de développement personnel et à les noter par exemple dans ces carnets pour développer votre bien-être, pour développer votre confiance en vous, pour développer votre zénitude au quotidien. J'ai des clientes qui aiment utiliser ce mot, donc je le reprends. Et puis bien sûr, si vous ressentez de la souffrance face à votre hypersensibilité, ne restez pas seul. Vous avez la possibilité de réserver un appel téléphonique d'1 heure avec moi pour échanger sur votre situation. Pendant cette heure d'appel téléphonique, vous aurez l'opportunité de découvrir ce qu'est le coaching, puisque je vous ferai profiter d'un mini coaching par téléphone. Et puis, ça vous permettra eh bien, de mettre des mots sur votre situation. Et moi, à la fin de cet appel, je vous dirai aussi si effectivement un accompagnement en coaching serait intéressant pour vous et approprié, adapté à votre problématique, notamment si vous êtes hypersensible et que c'est des choses qui peuvent poser des difficultés relationnelles dans votre quotidien, des difficultés sociales par exemple. Eh bien, vous verrez, je vous dirai si c'est opportun ou pas d'aller vers le coaching ou plutôt de vous tourner vers un professionnel de santé pour être, par exemple, supplémenté en voyant votre médecin, par exemple,
ou en allant plutôt pratiquer une psychothérapie avec un psychologue, un professionnel de santé. Euh, voilà. Donc là, l'appel découvert d'une heure, c'est gratuit, profitez-en. Déjà, ça permet d'échanger avec quelqu'un, un professionnel de l'accompagnement, pour vous dire, faire le point, apporter de la clarté sur votre situation. Et puis, pour réguler, relaxer votre système nerveux autonome qui est hyper stimulé, vous pouvez aussi vous offrir 1h30 de relaxation énergétique, soit en ligne, par téléphone ou via Zoom, ou en présentiel à mon bureau à Montamisé à côté de Poitiers. Vous avez la possibilité de réserver vos rendez-vous pour une relaxation énergétique en ligne. Et donc, quand c'est en présentiel, on est ici sur une pratique de relaxation énergétique qui va surtout cibler, eh bien, le fait d'abaisser le pouls crânien. Donc, moi, je pose simplement mes doigts sur votre crâne pour abaisser le pouls crânien en activant des points sur votre crâne. Ou quand c'est à distance, on est plutôt sur de l'énergétique pure avec du magnétisme à distance. Et puis, si vous avez bénéficié de l'appel découverte et qu'effectivement vous souhaitez avoir plus de confiance en vous, améliorer vos relations avec les autres, avec vos collègues, vos relations amoureuses, si vous souhaitez mieux gérer vos émotions, mieux gérer votre stress, prendre la parole en public, avoir plus de confiance en vous, qui sont des problématiques que l'on retrouve beaucoup chez les hypersensibles, ou encore arrêter une mauvaise habitude, c'est-à-dire une dépendance, par exemple le grignotage, la cigarette, ou régler une problématique de phobie, le coaching est approprié grâce aux thérapies brèves que j'utilise. Et dans ce cas-là, après l'appel découverte, si je vous dis effectivement, un programme de coaching, ce serait intéressant, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par mes soins à travers un programme de 12 séances d'1h30 à raison d'une séance tous les 15 jours ou toutes les semaines. Pourquoi? Pour qu'on fasse un travail sur 3 à 6 mois et non pas un travail de psychothérapie sur 10 ans, pour créer de nouvelles habitudes neuronales. En fait, l'idée ici, c'est de travailler sur vos processus cognitifs, également sur vos états internes, c'est-à-dire vos émotions, et puis sur vos comportements, vos attitudes. Et la combinaison des trois fait que l'on recrée des chemins neuronaux ensemble. Et c'est un peu comme le sport. Eh bien, pour remuscler tout ça, pour recréer des nouveaux chemins neuronaux, en utilisant donc les neurosciences et la PNL, la programmation neurolinguistique, mais aussi la psychologie positive, on a besoin de se voir très régulièrement au départ pour remodeler vos schémas de fonctionnement. Et donc, pour avoir une transformation de vos émotions, de vos pensées, de vos comportements qui soit plus efficace et plus durable, il vaut mieux avoir des séances rapprochées sur une courte durée qu'une séance tous les mois ou tous les 2 mois pendant des années. En coaching, on ne creuse pas le problème. En coaching, on cherche des solutions à votre problématique. Et pour ça, il ne s'agit pas de laisser traîner des comportements, mais plutôt de les modifier en se voyant régulièrement. Et donc, ça vous permettra bien sûr de booster votre bien-être et votre positive attitude. Bien sûr, si vous avez des questions, je reste à votre disposition, j'y reviendrai à la fin. Alors, bilan de cette capsule vidéo. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette capsule vidéo? Est-ce que vous-même, vous êtes hypersensible? Est-ce que vous avez pu confirmer ce diagnostic? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retenez de bon? Quelles conclusions vous tirez de cette capsule vidéo? Et puis, qu'est-ce qui a eu le plus de valeur pour vous dans cette présentation? Vous pouvez partager avec moi, bien sûr, vos retours sur ce que vous a apporté, ce que vous avez compris de cette capsule vidéo. Vous pouvez aussi le noter dans votre carnet personnel, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez aussi commenter la vidéo en écrivant dessous, en me laissant votre commentaire. Et puis, bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et puis, si vous êtes en souffrance ou si vous ne souhaitez pas commenter en public la vidéo parce que vous avez une question personnelle, que vous souhaitez peut-être dépasser cette situation, ne restez pas seul, contactez-moi, ne serait-ce que pour me poser votre question, soit par téléphone, soit par mail.
hein. Je reste à votre écoute. Vous avez ici à l'écran mon mail, vous avez aussi mon téléphone. Donc ne restez pas seul face à une souffrance, face à une question. Si vous souhaitez un lien direct, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez vous faire accompagner, eh bien, vous pouvez aussi me contacter. Dans tous les cas, si vous souhaitez un coaching, je vous invite vraiment d'abord à réserver votre appel gratuit d'1 heure par téléphone pour qu'on échange sur votre situation et qu'on s'assure ensemble que votre problématique relève bien du coaching et non de la psychothérapie. Voilà, vous avez toutes les informations. Pour les téléphones, je vous invite à me laisser un message avec vos noms, prénoms, coordonnées pour être rappelé. Si je n'ai pas de message téléphonique, je ne rappelle pas car je suis beaucoup sollicitée sur ce numéro de portable. Voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de l'information utile. En tout cas, c'est une information qui me passionne, l'hypersensibilité. Et j'espère qu'elle a eu de la valeur pour vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ce sera avec bonheur de vous répondre. Voilà, je vous souhaite donc une très belle continuation et une belle utilisation de votre hypersensibilité, une belle compréhension de l'hypersensibilité peut-être de vos proches. Et puis l'idée, c'est d'utiliser tous nos super pouvoirs, quels qu'ils soient, et de faire de nos différences, eh bien, nos forces et nos talents uniques. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule vidéo.